bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde en visioconférence organisée par Syndex. Elle a pour thématique l'emploi en Occitanie. Donc, il s'agit, en s'appuyant sur une étude qui a été réalisée par Syndex, d'évoquer l'impact direct de la crise sanitaire sur l'emploi en Occitanie, son impact depuis le printemps 2020, avec des focus sur certains secteurs porteurs en Occitanie, et puis aussi les perspectives à moyen et long terme sur l'emploi. Et pour en parler, nous sommes avec deux consultants Syndex qui sont à l'origine de cette étude. Lucas Gaudissart, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, vous êtes rattaché au bureau de Montpellier de Syndex et Morgane Gourand qui dépendait du bureau de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, le Syndex, en quelques mots, on le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un cabinet d'expertise au service des salariés et des représentants du personnel qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui dispose d'un peu moins de 20 antennes en France, dont 2 en Occitanie, Montpellier et Toulouse, dont on vient de parler. Alors, à vos côtés, pour intervenir et analyser toutes ces informations que vous avez pu relever et collecter dans votre étude, nous avons avec vous Gabriel Colettis. Bonjour à vous. Très bien. Bonjour. Merci de votre invitation. Bonjour, Stéphanie. Merci à vous de vous joindre à nous. Donc, je le précise, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Toulousain-Capitole. Vous êtes également fondateur et président de l'association Manifeste pour l'industrie. Et enfin, et c'est assez légitime également, membre en qualité d'économiste du club d'analyse économique de la région Occitanie. Donc, c'est vraiment à tous ces titres que vous intervenez pour nous apporter votre regard sur l'évolution de l'emploi en Occitanie sur toute cette période. Précisons d'ailleurs que l'étude s'intéresse principalement sur les 3 premiers trimestres de l'année 2020. Quelques petites règles pour l'usage d'une bonne visioconférence réussie, même si maintenant avec un an de confinement, on est tous un petit peu rompus à l'exercice des visioconférences, à savoir que si vous n'intervenez pas, je vous invite tous à mettre votre micro, dont l'icône se trouve en bas à gauche de l'écran, sur muet, pour pas qu'il y ait de nuisances sonores autres. Et puis quand vous voudrez prendre la parole, vous n'aurez qu'à l'activer. Cette présentation va être suivie d'une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez soit attendre la fin de la présentation de cette étude pour prendre la parole, activer votre micro, poser vos questions, ou bien, si elles vous viennent à l'esprit au fil de l'eau et des éléments qui vous seront présentés, utilisez la fonctionnalité converser. En bas de l'écran, il y a une petite bulle. Vous appuyez dessus et vous verrez une colonne sur la droite de votre écran s'ouvrir. Donc, vous pourrez taper votre question au moment où elle vous vient à l'esprit. Et donc, à la fin, nous les prendrons dans l'ordre chronologique de leur apparition, en espérant qu'on puisse répondre à tout dans le temps imparti. Écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet pour évoquer dans cette étude un premier constat sur la situation de l'emploi en Occitanie et plus globalement le dynamisme de l'économie en Occitanie portée par les 2 grosses métropoles, Toulouse et Montpellier, et par certains secteurs porteurs, d'une part, mais d'un autre côté, certains signes de fragilité qu'on pouvait constater avant même le début de la crise sanitaire, Lucas Gaudissart. Oui, donc je vais partager mon écran pour pouvoir projeter quelques éléments qui rendront l'étude un peu plus interactive. Voilà. Donc effectivement, le travail qu'on a fait, il s'est basé à la fois sur surtout sur des données publiques, mais à la fois sur une dimension statique de constat sur l'état de l'emploi et de l'économie de la région Occitanie avant la crise, et dans un deuxième temps, une approche un peu plus dynamique sur effectivement les premiers impacts de la crise sur l'année 2020. Donc, sur les premiers constats qu'on pouvait faire en fait avant la survenue de cette crise sanitaire, qui a beaucoup changé la donne sur certaines choses, bien sûr, on avait fait le constat d'une région qui était très dynamique en termes de démographie. Il faut savoir que la région Occitanie a progressé là, sur les 20 dernières années de plus de 30% au niveau de sa démographie, tandis que la France, le reste de la France métropolitaine était plutôt sur une dynamique moitié moindre, de 15%. Donc c'est une population qui a fortement augmenté. Et bien sûr, l'emploi salarié a suivi cette tendance, avec, comme vous pouvez le voir sur le tableau ici à droite, une tendance à l'augmentation forte sur cette même période. Donc c'est une tendance qui, a priori, selon les prévisions de l'INSEE, devait se perpétuer. Donc a priori, la crise sanitaire, même si elle emporte un certain nombre de conséquences dont on va parler, ne remet pas en cause cette trajectoire. Donc pour une population d'à peu près 5,9 millions à fin 2019, on attend 7 millions à 2050. Donc c'est une région qui progresse beaucoup.
Simplement, effectivement, on note certaines fragilités sur cette région qui préexistaient à la crise, et sa démographie, notamment la démographie de ses actifs, en fait partie, hein. Il y en a d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est ce que vous voyez avec le graphique en bas à gauche, c'est que la région Occitanie se caractérisait plutôt déjà par une population d'actifs avec des employés et des professions intermédiaires un peu plus représentés que la moyenne de France métropolitaine, pour moins de cadres et moins d'ouvriers, c'est-à-dire d'emplois plutôt de nature industrielle. Donc déjà, c'est des populations qui, par nature, sont un peu plus vulnérables aux différents effets de crise économique. Ce qu'on peut voir si on passe sur la page suivante, c'est que cette région, elle avait certaines caractéristiques au niveau de la structuration de son tissu économique qui étaient aussi des sources de fragilité. Alors d'abord, c'est une région qui a une part assez importante de petites entreprises. On a comparé, dans l'étude complète, on a comparé la part de petites entreprises, c'est-à-dire entreprises de moins de 10 salariés, à celle de la France métropolitaine. Et il y en a 26%, enfin, c'est-à-dire 26% de l'emploi salarié d'Occitanie est concentré dans des entreprises de moins de 10, contre 22% en France. Donc c'est un emploi qui est un peu plus fragmenté sur des employeurs un peu plus dispersés et de petite taille. Il y avait bien sûr une très forte concentration sur le secteur aéronautique, sur le secteur du tourisme et sur le secteur agro. Alors l'agro, on va en parler, a été touché un peu différemment, un peu moins touché par cette crise sanitaire, mais là vient d'essuyer des revers assez importants climatiques. On va en reparler peut-être. L'aéronautique et le tourisme, c'est sûr, on va en parler là, je pense, à plusieurs reprises ce soir, sont les secteurs qui sont touchés le plus fortement de plein fouet par la crise. Et c'était des secteurs dans lesquels, justement, la région Occitanie s'était spécialisée sur la période récente. Parmi les autres sources de fragilité qui viennent amplifier l'impact qu'a la crise sur la région, on notera une concentration, alors qui n'est pas le propre de l'Occitanie, mais qui est très marquée sur notre région, une concentration de l'emploi très forte autour des métropoles, donc Toulouse et Montpellier principalement, ce qui a tendance à concentrer aussi l'impact de la crise économique. Un chômage qui est structurellement plus élevé sur la région Occitanie depuis toujours, par rapport au taux de chômage français. Alors, il était en tendance plutôt baissière sur la période récente, mais néanmoins toujours de 1 à 2% supérieur au taux de chômage français. Et puis, c'est une région qui aussi, socialement, rencontre un peu plus de difficultés et d'inégalités, alors que l'Occitanie est 4e région française en termes de PIB dégagé. Si on reporte ce PIB au nombre d'habitants, elle n'est que 7e, c'est-à-dire que la richesse créée par habitant est moindre que sur d'autres régions. Et on sait aussi que ce taux de chômage structurellement plus important est aussi un des facteurs de paupérisation et de pauvreté un peu plus fort sur la région Occitanie. Voilà, donc un certain nombre de fragilités qui préexistaient à cette crise sanitaire et qui peuvent amplifier l'effet qu'on va pouvoir discuter par la suite. Et vous notiez également, on le voit d'ailleurs dans votre partage d'écran, Lucas, donc des mutations déjà un peu amorcées avant la crise dans certains secteurs. Et d'ailleurs, je crois, Gabriel Colettis, que vous vouliez aussi en parler de ces mutations sectorielles. Oui, alors avant de parler des mutations sectorielles, je voudrais dire quelques mots peut-être en préalable, hein, si vous le voulez bien. La première chose, c'est pour dire que cette étude, eh bien, je la trouve extrêmement complète. C'est une étude qui vient à point nommé parce qu'on a véritablement besoin de savoir, eh bien, d'abord, quelle est la situation de l'emploi dans cette région, donc d'avoir un travail exhaustif, complet et qui a été très bien réalisé, hein, par nos deux consultants Syndex là, donc je tiens à les féliciter. Donc je crois que c'est important et c'est important aussi d'être en mesure, alors que nous sommes malheureusement pas du tout sortis encore de la pandémie, ben d'avoir déjà une première idée de l'effet en quelque sorte de cette pandémie sur les structures économiques et sur l'emploi. Donc cette étude vient véritablement à point nommé et elle vient, je dirais, conforter un certain nombre d'études ou d'exercices qui ont été réalisés par d'autres structures. Et il faudra sans doute un jour rassembler tout ce matériau disponible, hein, pour avoir une compréhension la plus claire possible des enjeux et des solutions possibles, hein, pour sortir par le haut. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, c'est vrai que le club d'analyse économique a terminé un rapport en 2020
qui fait aussi un peu le point de la situation. Et ce club a aussi fait des focus, et il se trouve que les focus qui ont été réalisés ben, recouvrent les focus qui ont été faits par Syndex, aéro, bien sûr, agro, tourisme, et dans l'étude qui a été faite par le club d'analyse économique, il y a aussi toutes les activités liées à la santé, hein, qui évidemment ont été beaucoup interpellées. Voilà. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire en préalable. Une seconde chose que je voudrais dire en préalable, c'est que cette étude emploi devrait, de mon point de vue, être combinée avec une autre étude que l'INSEE devrait absolument faire sur les structures de production, parce que on ne peut pas détacher complètement l'emploi de la production. Donc, il faudrait que l'on sache comment la production a évolué sur les derniers mois, et il faudrait qu'on le sache à un niveau suffisamment fin. Or, les statistiques qui sont produites par l'INSEE, de ce point de vue-là, sont des statistiques qui sont trop agrégées. Donc, on a besoin véritablement d'avoir un niveau d'agrégation plus fin pour comprendre ce qui se passe, non pas uniquement au niveau des macro-secteurs, mais à un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, parce que c'est à un niveau beaucoup plus détaillé que les stratégies peuvent être élaborées. Et d'ailleurs, cette difficulté, on la retrouve un peu dans les travaux, dans l'étude en question, où en effet, quand on parle d'industrie, eh bien, on a cinq secteurs industriels, mais on comprend bien quand même que quand on est à un niveau comme celui-là, on est à un niveau trop agrégé pour voir les choses de manière plus, on va dire, plus opérationnelle, plus fine. Voilà. Alors après, pour en arriver maintenant à la question que vous me posez sur les mutations, on voit bien dans le transparent qu'on a sous les yeux là, dans le quart en bas à droite là, de cette représentation graphique là, trois mutations majeures, nous disent les auteurs de l'étude: la montée des inégalités et de la pauvreté, la croissance et le vieillissement démographique, et l'exposition au changement climatique. Alors je suis évidemment d'accord avec les trois mutations en question, mais je crois que il faudrait sans doute, dans un autre exercice, pousser l'analyse plus loin, parce que je pense qu'il y a des mutations qui continuent de se produire, qui viennent de loin et qui ne sont pas évoquées ici. Alors, je ne vais évidemment pas les analyser en détail, mais je voudrais quand même les signaler. Je pense que le passage de l'internationalisation à la mondialisation est une mutation absolument centrale. Et cette mutation, en fait, ce qu'elle suggère, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement des produits qui entrent en concurrence avec des produits, c'est bien sûr le cas, hein, mais ce sont des territoires qui entrent en concurrence avec d'autres territoires. Ce sont des entreprises qui sont devenues extraordinairement mobiles. Ce sont des entreprises qui organisent des chaînes de valeur globales. Et donc, ces entreprises, hein, qu'on les appelle multinationales ou globales, elles ont tendance à mettre les territoires en concurrence les uns avec les autres. Et donc, la question de la capacité d'un territoire à ancrer territorialement ses activités, eh bien, elle se pose évidemment dans l'aéronautique, elle se pose dans d'autres termes, mais elle se pose aussi dans l'agriculture. Donc, ce passage de l'internationalisation à la mondialisation, eh bien, c'est quelque chose qui est très important. C'est une mutation qui est absolument fondamentale, hein. Je voudrais aussi dire que, même si je ne développe pas encore une fois, hein, le virage numérique me semble aussi devoir être évoqué, c'est-à-dire que les process de travail aujourd'hui sont fortement impactés par ce virage numérique, qu'il s'agisse de la robotisation, des imprimantes 3D, de l'intelligence artificielle, en fait tout ce que recouvre de très hétérogène le virage numérique. C'est difficile d'ignorer cette mutation sur les conditions de production et sur la nature des emplois. Et puis enfin, je suis d'accord pour considérer que l'exposition au changement climatique est une mutation majeure, mais plus globalement, c'est l'ensemble de la transition écologique là qu'il faudrait analyser, dont le changement climatique fait évidemment partie, mais il y a aussi le recul de la biodiversité, il y a aussi la pollution, enfin tout un ensemble de choses qui sont des marqueurs de ces difficultés écologiques que nous avons maintenant clairement devant nous. Et ces difficultés-là, elles constituent des enjeux essentiels pour l'agriculture et le tourisme, comme ceci est bien noté
dans le camembert, là, mais pas seulement. Hein. L'industrie dont on parlera tout à l'heure eh bien, est fortement impactée par la transition écologique et je pourrais presque dire, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, que soit l'industrie bâtira une nouvelle compétitivité sur la transition écologique, soit eh bien, elle ne se sortira pas. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà pour une première réaction. Merci pour ces précisions, Gabriel Colettis. Donc là, c'était un peu l'état des lieux avant la crise sanitaire. Et bien sûr, la situation s'est globalement dégradée dès mars 2020. Dans quelle mesure, Morgane Gourand, si d'abord on voit les choses d'un point de vue global? Oui, alors on reprend ici les données analysées par l'INSEE jusqu'à la fin du troisième trimestre 2020. Les données concernant l'ensemble de l'année 2020 viennent tout juste de sortir vendredi, donc on n'a pas eu le temps de les intégrer, de les analyser globalement. On vous fera quelques apports si besoin. Néanmoins, la tendance reste la même. Donc ce qu'on constate, et ce que vous voyez ici illustré sur les différents schémas, c'est un décrochage assez net en fait sur le premier et le deuxième trimestre 2020, puisque vous avez sur le graphique présenté sur la gauche de la diapositive une évolution de l'emploi salarié dans la région à partir en fait du quatrième trimestre 2010. Donc le quatrième trimestre 2010 est indiqué en base 100 et ce graphique vous présente l'évolution où on voit qu'il y avait donc une croissance continue et régulière jusqu'à la fin de l'année 2019. Et ensuite, cette crise sanitaire arrive et marque un point de rupture avec donc une baisse tout à fait notable de l'emploi salarié au deuxième trimestre 2020 de façon vraiment très, très sensible avant un rebond au troisième trimestre 2020. Donc, les données que vous voyez présentées sur la droite de l'écran vous indiquent là en valeur absolue l'évolution donc, de cet emploi salarié en milliers d'emplois par grand secteur agrégé. Où on constate donc que la baisse touche l'ensemble des secteurs au deuxième trimestre 2020, avant un rebond qui est mitigé au troisième trimestre selon les secteurs d'activité. Puisque on observe au global, c'est donc une évolution légèrement défavorable à fin septembre 2020 si on se replace dans une dynamique des 9 premiers mois de l'année, avec un solde net donc, de 22 000 emplois en moins sur les 9 premiers mois de l'année. Les dernières données que l'INSEE vient de sortir en fin de semaine dernière montrent une tendance qui se poursuit sur l'ensemble de l'année 2020, avec au final une perte nette de 20 400 emplois salariés sur l'ensemble de la région. L'analyse par secteur, elle montre que les difficultés ne sont pas les mêmes selon les secteurs d'activité. Des difficultés qui sont extrêmement marquées pour l'hébergement-restauration, bien évidemment, qui subit de plein fouet la fermeture de ces établissements à de multiples reprises sur l'année. Des difficultés marquées dans le secteur de l'immobilier et puis sur certaines activités industrielles. Et ça, c'est ce qu'on verra et c'est une grande caractéristique de notre région sur ce point, c'est un repli marqué de l'emploi dans le secteur industriel et notamment dans le secteur aéronautique. On y reviendra un petit peu plus tard dans les analyses présentées. Voilà, pour vous dresser un premier tableau un petit peu global, peut-être pour se concentrer sur les aspects un peu plus territoriaux, puisque notre territoire en Occitanie est quand même assez contrasté entre des départements assez ruraux, des bassins d'emploi métropolitains comme Toulouse et Montpellier, et donc des évolutions qui ne sont pas les mêmes et un impact de la crise sanitaire qui n'est pas le même selon les départements. Dans les dernières données transmises par l'INSEE sur l'ensemble de l'année 2020, on voit que l'impact est vraiment majeur pour le département de la Haute-Garonne qui enregistre un nombre de baisses d'emplois assez important avec la destruction de 5 400 emplois sur l'ensemble de l'année 2020. Autre point à noter, c'est que finalement, ces destructions d'emplois, elles tiennent d'une part, on y reviendra, à la destruction des emplois intérimaires, mais aussi et surtout à la fin de contrats temporaires, type CDD, qui n'auront pas été renouvelés, et surtout avec des embauches prévues qui ont été différées et qui donc ont mis un terme à la dynamique de croissance de l'emploi salarié dans notre région.
Merci Morgane. En effet, vous avez raison, l'impact est très différent en fonction des secteurs et des modèles de chaque secteur. Et d'ailleurs, donc, c'est ce qu'on se disait en préambule, on propose de faire un focus sur deux secteurs très porteurs en Occitanie, à savoir l'agroalimentaire d'une part, avec la viticulture, qui effectivement a connu des difficultés là, très, très récemment, mais pour des raisons complètement indépendantes de la crise sanitaire, puisque c'est le climat qui s'est un peu acharné. Et puis ensuite l'aéronautique on le voit, un impact quand même plutôt différent. D'abord un peu avec vous, un focus, Lucas Gaudissart, avec vous sur l'agroalimentaire qui a eu un impact plus nuancé, on va dire, plus mesuré que l'aéronautique, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Alors après, je crois qu'il n'y a aucun secteur qui a vraiment tiré son épingle du jeu en tout cas pas dans les secteurs agrégés tels qu'on peut les étudier de cette crise. En revanche, effectivement, sur le secteur agroalimentaire, c'est un peu plus mitigé. Alors, quand on parle d'agroalimentaire, il faut bien différencier le secteur de l'agriculture et les industries agroalimentaires. C'est un peu différent et les tendances n'ont pas été la même. Globalement, sur ces deux secteurs, l'impact de la crise a été moindre. Le secteur agricole, à proprement parler, a un peu plus souffert de la crise, à la fois en termes d'activité, puisqu'au premier bilan qui avait été fait par l'INSEE à mi-année, la production agricole enregistrait une diminution de 13%, ce qui est assez fort. Et là, en fin d'année, on estime que l'emploi agricole a diminué de 7%. Donc c'est assez marqué, mais c'était a priori plutôt lié à des questions de disponibilité de main-d'œuvre. Et c'est moins fort quand on regarde les variations d'activité que ce qu'on peut voir sur l'ensemble de la région, puisque sur le même bilan qui avait été fait à mi-année en 2020, les autres secteurs, enfin la région, tous secteurs confondus, ont enregistré une diminution d'activité économique de 33%. Donc on était sur un impact qui était moitié moindre. Bien sûr, les récents événements climatiques ont été très très durs, notamment sur la viticulture et sur la culture des fruits, mais c'est un peu différent. Et par contre, sur les industries agroalimentaires, c'est là que quelque part la crise a été la plus clémente, on peut dire, puisque c'est une industrie sur laquelle l'emploi s'est maintenu. Alors, dans l'étude, on a beaucoup regardé on a mis en parallèle en fait l'évolution de l'emploi salarié et l'évolution de la masse salariale, ce qui permettait de voir l'impact de l'activité partielle, on va en parler tout à l'heure. Et donc l'industrie agroalimentaire a peu licencié, a peu détruit d'emplois. On estime qu'à fin d'année, elle arrive à un impact global de la crise d'à peu près 0%. Donc l'emploi n'a ni progressé ni diminué. En revanche, bien sûr, elle a beaucoup eu recours à l'activité partielle pour amortir une partie du choc, notamment sur la première partie de l'année. Voilà. Pour autant, c'est un secteur qui aura quand même souffert de cette crise, comme on disait, comme l'ensemble des secteurs, notamment au niveau des surcoûts qu'elle a pu engendrer ou des difficultés ciblées sur certains marchés, en particulier à l'export. Et c'est un secteur qui va être assez fortement aidé, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure sur le plan de relance, à la fois en soutien direct par la région Occitanie et par l'État qui a ciblé une partie de ses aides pour le secteur agro. Voilà. Ce qu'on conclut beaucoup dans la note, c'est qu'au-delà, on en a parlé en introduction aussi, au-delà de l'impact de cette crise Covid, qui, comme on le voit, est un peu plus favorable, en tout cas sur le secteur agro que sur le secteur aéro, dont on va parler après. Le réel enjeu, finalement, pour le secteur agroalimentaire de la région, c'est bien le changement climatique, dont toutes les études montrent que, en tout cas sur la région Occitanie, il sera particulièrement féroce et remettra en cause beaucoup de nos productions, que ce soit viticulture, arboriculture ou autre. Et donc, c'est sur ce sujet-là aussi que les aides qui sont mobilisées par le plan de relance vont être amenées à travailler sur les prochains mois. Merci Lucas Gaudissart. Je le rappelle, pour tous nos participants, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser vos questions. Il suffit juste d'utiliser la fonctionnalité converser pour pouvoir écrire vos questions dès à présent si vous le souhaitez, pour qu'on puisse y répondre au terme de cette présentation. Gabriel Colettis, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Lucas Gaudissart, notamment sur l'enjeu climatique dont vous avez déjà un petit peu parlé plus en amont dans la présentation, et donc sur tous les enjeux vraiment propres à l'agroalimentaire au sens large? Oui, alors je crois que Lucas a bien résumé la situation. Je pense que ce secteur, en quelque sorte, a la chance comment dire, d'avoir une demande qui est relativement stable. Cette demande n'a pas été véritablement affectée par la crise sanitaire. Donc, c'est un des secteurs, disons, dont on peut dire que, en matière de demande, eh bien, la demande n'a pas véritablement baissé de manière
significative avec la crise sanitaire, ce qui n'est pas du tout le cas, on le verra avec l'aéronautique, puisque bien sûr, les compagnies aériennes ayant des avions qui sont cloués au sol, comme on le comprend, eh bien, ont été moins enclines en quelque sorte à maintenir le volume de leurs commandes. On en reparlera pour l'aéronautique, mais il y a bien un choc de la demande dans le secteur aéronautique, alors qu'on n'observe pas de choc significatif de la demande, en tout cas de la demande globale sur le secteur agricole. Donc je pense que Lucas a parfaitement bien résumé en fait la situation. Au-delà de la crise sanitaire, c'est tout le modèle agricole, agroalimentaire et alimentaire lui-même, c'est-à-dire la manière dont nous consommons les produits alimentaires, dont on peut penser aujourd'hui qu'il est à bout de souffle. Hein, et il est à bout de souffle pour toute une série de raisons. En fait, hein, c'est cette agriculture qui est extraordinairement intensive, même si elle est peut-être un peu moins intensive dans notre région que dans d'autres, qui épuise la terre, qui épuise les ressources naturelles, et en particulier la ressource en eau qui va devenir évidemment très, très rare et qui va sans doute conduire à l'abandon ou au moins à la diminution de certaines activités agricoles comme, pour ne pas la nommer, la production de maïs, hein, qui est très grosse consommatrice d'eau. Bon, cette agriculture comment dire, qui n'est pas non plus pleinement satisfaisante pour les agriculteurs parce que on sait que les agriculteurs, eh bien, manipulent beaucoup de produits chimiques, donc ont des soucis de santé qui sont importants et en même temps, ces agriculteurs ont un endettement qui est un endettement très, très fort, hein, et qui pèse évidemment de manière considérable sur leurs revenus. Et puis de notre côté à nous, en tant que consommateurs, eh bien, nous nous sommes habitués en quelque sorte à ce que dans un pays développé, le temps consacré à la préparation des repas soit très, très limité. On s'est habitué aussi à ce que la dépense alimentaire dans le budget des ménages soit une dépense relativement faible, contrainte. Eh bien, il va falloir probablement changer nos habitudes à l'avenir et accepter de passer plus de temps à la préparation des repas et consacrer un budget plus significatif dans le budget total des ménages pour une alimentation de qualité. Donc finalement, je pense que le modèle agro et alimentaire va beaucoup bouger, il va profondément se transformer dans un temps relativement court, de manière à être plus respectueux des ressources naturelles, plus respectueux des êtres humains à la fois producteurs et consommateurs. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les types de produits que l'on va consommer moins, probablement moins de viande parce que tout simplement la partie de l'agriculture qui est destinée à produire les aliments pour le bétail est beaucoup trop importante, c'est très clair. On consommera sans doute plus de produits de saison, plus de produits locaux, ce qui est un avantage pour notre région et probablement une production plus raisonnée en matière d'intrants qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, mais ça, ce sont des mutations qui sont des mutations très profondes et qui dépassent de loin la crise sanitaire, évidemment. Ils vont demander aussi un certain travail de pédagogie auprès du consommateur final, qui a déjà cette envie, on l'a vu, ça s'était amorcé, c'était une préoccupation croissante dans l'esprit des consommateurs avant même la crise sanitaire, et puis c'est vrai que ça a gagné un peu en puissance ces derniers mois, donc il va falloir un peu prolonger cette tendance. Morgane Gourand, ça a été beaucoup évoqué depuis le début, un impact un peu différent sur l'aéronautique qui pèse quand même très lourd, certes en Haute-Garonne, mais au-delà, hein, puisqu'il y a aussi tous les équipementiers, tout aussi de la filière matériel de transport qui a été directement frappée par la crise sanitaire. Dans quelle mesure ? Oui, alors comme vous l'indiquiez, Stéphanie, effectivement, l'emploi aéronautique est extrêmement déterminant, hein, dans notre région, puisque l'INSEE, dans son enquête régulière sur la filière aéronautique dans le Grand Sud-Ouest, indiquait que donc ce secteur d'activité compte pour 22% de l'emploi industriel du Grand Sud-Ouest. Donc vraiment un poids effectivement assez déterminant, avec une filière. Donc l'Occitanie en fait représente 30% environ des emplois de l'ensemble de la filière à l'échelle nationale, avec donc une structuration assez particulière entre d'une part des grands donneurs d'ordre, Airbus notamment, qui est présent sur notre territoire, et ensuite toute une myriade d'entreprises
qui constitue la chaîne d'approvisionnement avec la construction aéronautique, mais également toute une partie d'activités tertiaires à travers l'ingénierie et de nombreuses SS2I aussi qui sont impliquées sur ces activités aéronautiques. Ça, c'était pour dresser peut-être un rapide panorama de la situation avant la crise. Ensuite, donc effectivement, comme on l'a dit et comme l'a rappelé Gabriel Collettis, c'est effectivement un secteur qui est confronté à une baisse massive de la demande, corollaire donc de la baisse du trafic aérien, et donc un plongeon jusque-là totalement inédit de la demande sur cette filière aéronautique. Alors donc l'effet sur l'emploi, il n'a pas été totalement immédiat sur l'emploi salarié. Lucas, je ne sais pas, est-ce qu'on n'avait pas un graphique ou deux peut-être à projeter sur cette évolution? Voilà, ici en fait vous le voyez, en bas de l'écran à gauche, vous voyez donc l'évolution de l'ensemble des effectifs des entreprises de la filière aérospatiale en Occitanie, où effectivement, c'était jusque-là une filière extrêmement dynamique, avec une croissance régulière des effectifs chaque année, à chaque trimestre. Et donc, cette croissance s'est arrêtée assez nette à la fin de l'année 2019. Donc, on était sur une 2019 encore sur une croissance de 3,8% de l'effectif. Et ensuite, on constate que sur les 9 premiers mois de l'année 2020, on a une baisse de 3,6% des effectifs de l'ensemble de ces entreprises. Donc, clairement, on voit que toute la croissance de l'année 2019 a été effacée finalement par cette crise, puisqu'on revient à un niveau d'emploi relativement proche de celui qui était observé au début de l'année 2019. Donc, un choc effectivement important. On y reviendra peut-être un peu plus tard en parlant de l'emploi intérimaire. Ces données-là ne tiennent pas compte en fait, de la baisse de l'intérim dans la filière. Donc, si on prend en compte en plus le nombre d'intérimaires qui intervenaient dans la filière aéronautique, là, l'effet est encore plus important. Ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est que cet effet est contrasté selon à la fois le type d'entreprise, mais également selon les territoires de la région. Puisque c'est ce que met en avant l'INSEE dans son enquête sur la filière. On constate un effet donc sur les 9 premiers mois de l'année 2020 encore relativement limité sur les entreprises donneuses d'ordre, sur les têtes de pont de la filière qui, sur les 9 premiers mois de l'année, ont réussi en tout cas à ne pas tout de suite diminuer leurs emplois. On verra, ce sera peut-être moins le cas au cours de l'année 2021 avec un certain nombre de plans sociaux qui ont été annoncés et qui sont en cours. Néanmoins, sur les 9 premiers mois 2020, l'impact est surtout massif pour les PME du secteur, où là, on est confronté effectivement à une baisse d'effectifs très, très importante, puisque les dernières données publiées par l'INSEE qui prennent en compte donc, l'ensemble de l'année 2020, on observe une baisse de 11,2% des effectifs des PME d'Occitanie sur la filière aéronautique. Donc, l'Occitanie est vraiment très touchée, notamment dans le secteur tertiaire également, avec une baisse de 2850 salariés, puisque donc une des caractéristiques de la filière aéronautique en Occitanie, c'est le poids de l'emploi tertiaire, à peu près 40% quand même des effectifs du secteur. Bien évidemment, la Haute-Garonne est le premier département à subir de plein fouet ces pertes d'emploi du fait de la place très importante de la filière aéronautique sur le département. Et on a donc sur l'ensemble de l'année 2020 moins 4 900 salariés sur ce département. Néanmoins, en proportion, le bassin d'emploi le plus touché est celui du Lot, avec une baisse de 9,2% des effectifs salariés. Et donc des répercussions qui peuvent être importantes sur un territoire moins diversifié en activité industrielle notamment, et donc garder cet état des lieux à l'esprit et des points de vigilance là-dessus. Puisque donc, pour peut-être redonner quelques éléments de contexte, la filière aéronautique en Occitanie est caractérisée donc, par cet énorme bassin d'emploi autour de Toulouse, mais également par d'autres bassins un peu plus secondaires autour de Figeac dans le Lot et puis autour de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Notamment avec Figeac Aéro, pour parler des plus emblématiques dans les équipementiers de la filière qui ont été effectivement touchés par cette crise sanitaire. Vous l'avez dit, vous en avez parlé un peu tous les deux, l'activité partielle, c'est un des ressorts, des dispositifs mis en place par l'État, parce qu'effectivement, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a eu énormément de dispositifs déployés pour soutenir l'économie, que ce soit par l'État ou par les collectivités, les différents relais et acteurs publics pour soutenir les entreprises avec un bénéfice évident
immédiat. Et puis, on va le voir avec vous, avec vos analyses. Peut-être que dans un second temps, on va aussi voir les limites, les menaces même pour l'emploi, pour l'économie. D'abord, est-ce qu'on peut parler, effectivement, vous l'avez déjà un peu dit, hein, Morgane, on va continuer avec vous, au recours vraiment massif à l'activité partielle qui a pu masquer certaines difficultés qui finalement vont quand même arriver. Ça a été qu'un retardateur finalement, peut-être. Oui, comme vous le disiez, Stéphanie, et c'est là où c'est intéressant, c'est quand on s'est lancé dans ce travail avec Lucas, finalement, le fil conducteur qu'on a eu, qu'on a pu voir en fait sur l'analyse de ces 9 premiers mois de l'année 2020, c'est que l'effet en fait était peut-être pas aussi massif que ce qu'on aurait pu escompter en termes de perte d'emploi, en termes de défaillance d'entreprise, parce que les amortisseurs sociaux ont jusque-là bien joué, parce que l'État finalement a énormément contribué, que ce soit donc à travers les dispositifs que détaillera ensuite Lucas, type prêt garanti par l'État et autres, mais surtout et avant tout avec le dispositif d'activité partielle qui a été mobilisé dans des proportions jusque-là totalement inédites. Et donc, c'est ce qu'on voit ici sur les graphiques qui vous sont présentés, où nous avons synthétisé les demandes d'indemnisation d'activité partielle pour notre région mois par mois, et également essayer de montrer ce recours à l'activité partielle à travers le suivi de la masse salariale versée dans notre région et qui donne un indicateur en fait, de ce recours massif. Donc, ce que vous voyez en fait, sur le graphique en haut à gauche, ce sont donc le nombre de demandes d'indemnisation mois par mois, où on voit effectivement sur la période du premier confinement un recours extrêmement important à l'activité partielle dans des proportions qui n'avaient jusque-là jamais été constatées. Ce qu'on observe en revanche, c'est que ce recours à l'activité partielle diminue à la sortie du premier confinement pour réaugmenter sur novembre et décembre, mais sans atteindre les proportions observées précédemment. Autre point à garder en tête, c'est que ce recours à l'activité partielle, il est aussi assez différent selon les secteurs d'activité, avec des recours extrêmement massifs, notamment dans le secteur du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, enfin hôtellerie, café, restauration, où effectivement les fermetures administratives ont fait que, assez logiquement, le recours était très important. Mais également, ce qui est intéressant à noter, c'est notamment sur le secteur de la fabrication de matériel de transport, qui est donc constitué en énorme majorité dans notre région des activités aéronautiques. On voit là finalement un recours à l'activité partielle qui se poursuit tout au long de l'année 2020 et qui a tendance à rester relativement stable. Donc finalement, une activité partielle de longue durée, avec notamment la signature d'un certain nombre d'accords d'activité partielle de longue durée dans les entreprises de ce secteur-là. Les données qui concernent la masse salariale versée sur l'activité partielle, elles montrent bien effectivement donc, cette baisse au deuxième trimestre 2020 de la masse salariale versée. Et ça met en avant aussi effectivement toute cette question de l'impact de l'activité partielle sur le pouvoir d'achat des salariés et donc les répercussions aussi plus globales sur l'économie et sur la capacité à consommer, à épargner des différents salariés. Ah, votre micro est coupé, Stéphanie. Oui, voilà. Vous avez raison. Je me permets d'intervenir puisque c'est un message que l'on a. Effectivement, vous avez un léger problème de son avec votre micro, Morgane. A priori, si vous ne bougez plus, c'est comme les antennes télé à une époque, ça marche, mais de temps en temps, quand vous reculez, on vous entend de très très loin. Alors, je ne sais pas comment on peut régler ce problème, mais voilà, parfois on vous entend, mais d'un coup, comme si vous aviez reculé de 10 mètres. Donc, c'est un peu plus compliqué. Désolée, voilà. J'ai testé avec les écouteurs. Apparemment, il y avait le même problème avec le casque. C'est peut-être l'ordinateur, du coup, je ne sais pas. Oui, c'est l'ordinateur qui n'aime pas du tout Zoom, je crois. Oui. D'accord. Bon, on va essayer de faire avec. C'était simplement au cas où. Et puis, au-delà de l'activité partielle, vous l'avez signalé dans votre étude de tous les deux, on a vu, tous les tribunaux de commerce le disaient également quand on les interrogeait, voilà, il y a eu une chute du nombre de défaillances d'entreprises abyssale en 2020. Ce qui évidemment était trompeur, ce n'était pas une bonne nouvelle, c'est que simplement les entreprises sous perfusion avec toutes les aides, pas que l'activité partielle, on va en parler de tous les autres outils déployés avec vous, Lucas Gaudissart, mais enfin les fonds de solidarité, etc. Et bien, les entreprises se sont dit,
on va tenir le coup, on ne va pas aller voir les tribunaux de commerce qui souvent sont vus de manière très négative par les dirigeants, notamment des plus petites entreprises et pourtant les plus vulnérables. Hein. C'est ça qui est bien dommage. Et donc, elles n'ont pas frappé à la porte des tribunaux de commerce pour se faire conseiller en se disant pour l'instant tout va bien, je ne bouge pas une oreille et puis ça va peut-être tenir. Mais beaucoup de professionnels de ces juridictions, etc., nous ont dit nous, on redoute un crash, on ne sait pas quand, puisque pour l'instant les aides sont prolongées, mais on se dit qu'à un moment donné, quand on va enlever la perfusion, eh bien, ces entreprises vont se retrouver livrées à elles-mêmes, et puis il y aura ces remboursements de PGE qui vont arriver, etc. Ils ne seront pas en mesure de les rembourser, donc ils craignent un crash. Est-ce que c'est aussi, vous, une crainte que vous avez, Morgane ? Oui, tout à fait. Comme vous le disiez, alors ça a été un des éléments vraiment presque de surprise qu'on a eu lorsqu'on a compilé les différentes données pour cette étude. C'est cette faiblesse des taux de défaillance d'entreprise où elles sont effectivement en recul de 40% sur l'année 2020, à peu près en ligne avec les données observées sur le territoire national. Néanmoins, effectivement, une baisse très massive des défaillances d'entreprise. Alors, on peut distinguer 2 cas de figure dans ce cadre. Il y a d'une part, effectivement, des entreprises pour lesquelles ça ne fait que différer le problème, qui finalement sont en quelque sorte sous perfusion et la situation ne s'améliorera pas lorsque les dispositifs étatiques vont s'arrêter et à la sortie de la crise sanitaire. En revanche, il y a aussi, on peut le supposer, pour toute une partie d'entreprises, le fait que les différents amortisseurs sociaux aient joué leur rôle et leur permettent de tenir le coup pendant cette crise sanitaire pour rebondir par la suite. Donc, il est difficile pour nous de distinguer quelle est la proportion de défaillances différées et quelle est la proportion d'entreprises à qui on aura permis finalement de passer ce cap difficile. Néanmoins, je pense qu'il y a les 2 éléments qui entrent en ligne de compte sur ces données. En effet, vous avez raison, c'est difficile à ce stade de l'évaluer, d'autant plus qu'il y a quelques chiffres qui sont tombés là assez récemment sur les premières estimations sur les PGE consommés, pas consommés. On voit que pour près de la moitié des entreprises qui ont bénéficié d'un PGE en 2020, eh bien, elles l'ont mis de côté, par prudence, en se disant c'est un matelas, on remboursera plus tard, on prolonge, mais on le garde au cas où, puisqu'on a quand même très peu de visibilité sur ce qui va nous arriver sur le plan économique. Le PGE, donc, un outil très, très utilisé par les entreprises sur 2020, Lucas Gaudissart, avec bien d'autres outils. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un point là-dessus ? Oui, donc pour ceux qui téléchargeront notre étude là, qui sera disponible sur notre site ce soir ou demain, vous verrez qu'effectivement, on a un peu plus parlé de l'activité partielle, puisque c'est celui des dispositifs de l'État qui était d'une part le plus directement, on va dire, lié à l'emploi, qui était l'objet initial de notre étude, et aussi parce que c'est quelque chose qui est assez facilement mesurable, ou en tout cas observable en creux, avec les analyses qu'on a pu faire, alors à la fois avec les données de la directe sur les demandes d'indemnisation, et puis à la fois sur les analyses qu'on a pu faire sur la masse salariale. Donc c'est quelque chose qu'on a plus regardé. Mais effectivement, l'État a développé un arsenal assez impressionnant de mesures sur cette période. Donc ce n'était pas l'objet direct de notre travail, mais on peut en citer quelques-unes. Pour les plus connues, bien sûr, il y a le Fonds de solidarité, qui est un soutien économique pour les entreprises qui enregistrent les plus grosses baisses de chiffre d'affaires. Il y a aussi des aides de prise en charge à la fois de charges fixes et de charges variables pour certaines d'entre elles, toujours conditionnées à des diminutions d'activité. Le PGE, qui est un de ceux qui a le plus fait parler de lui, bien sûr, donc c'est un prêt garanti par l'État, c'est-à-dire que les entreprises empruntent pour l'instant dans des conditions très très favorables. Alors, il faut savoir que c'est l'une des seules mesures qui comporte une contrepartie assez importante, qui est celle de ne pas verser de dividendes sur la période de contractualisation du PGE. Ça, c'est un des sujets qui revient aussi dans notre étude, un de nos sujets de conclusion. C'est beaucoup des mesures de soutien de l'État n'emportent pas beaucoup de contreparties exigées auprès des entreprises, notamment en termes d'emploi, ce qui pourrait poser la question des éventuels effets d'aubaine pour certaines entreprises, mais on pourra peut-être y revenir. Et il y avait aussi, bien sûr, des exonérations ou des aides de nature fiscale ou sociale au niveau des cotisations et des montants dus par les entreprises et sur lesquels elles ont pu surseoir un petit peu pour échelonner un peu leur paiement. Et puis sans parler d'aide à l'embauche sur différentes populations, les jeunes, les travailleurs handicapés, etc. Donc ces mesures, elles ont été multiples. Il va se poser la question effectivement de leur arrêt. Alors c'est sûr, cette diminution des défaillances, on peut l'interpréter quelque part comme une bombe à retardement, mais nous on ne pense pas que c'est une bombe qui va exploser
d'un coup brutalement. C'est une bombe quelque part qui risque d'exploser malheureusement à petit feu, puisque les aides alors elles sont prolongées là actuellement. Pour ceux qui suivent ça, l'État annonce régulièrement le prolongement en avant de mois en mois des différentes mesures dérogatoires, notamment sur l'activité partielle, mais pas uniquement, sur les différentes aides. Donc pour l'instant, on a un certain nombre de dispositifs qui sont prolongés jusqu'à l'été 2021 et qui continueront sans doute. Mais effectivement, petit à petit, les situations d'entreprises qui, quelque part, sont passées sous les radars et ont pu bénéficier de ces dispositifs alors que leurs difficultés pouvaient être antérieures à la crise sanitaire, vont commencer à émerger. Et cette sous-utilisation des procédures collectives, elle peut être aussi préoccupante et un peu surprenante quand on sait que les procédures collectives en France sont plutôt plus efficaces que celles de nos voisins, notamment européens, et contribuent à sauver un peu plus d'entreprises en moyenne que celles de nos voisins. Donc on espère que l'effet de saturation qu'on peut anticiper si l'arrêt est plus ou moins échelonné n'aura pas lieu et que ces procédures pourront avoir lieu efficacement pour essayer de limiter un peu la casse. Mais malheureusement, effectivement, l'ampleur des aides qui ont été distribuées laisse penser que l'effet sera assez difficile sur les prochaines années. Alors une autre aide, un autre outil conséquent qui a été déployé par l'État, c'est évidemment le plan France Relance, 100 milliards d'euros. Une grosse annonce. Là, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas d'aider, de maintenir les entreprises, mais de les inciter à investir. Et là, s'il n'y avait pas forcément d'objectifs affichés, il fallait quand même, le critère de l'emploi était un des critères observés pour décider d'attribuer à telle entreprise ou à telle autre des fonds pour les soutenir. Et puis, il y avait aussi cette obligation que le projet puisse être réalisé dans les 2 ans à venir. Il ne fallait pas que ce soit trop lointain. Encore une fois, là, pour le coup, on trouvait de la part du gouvernement quand même une sorte de contrôle en disant, voilà, c'est de l'argent, il va falloir qu'il soit injecté dans un projet précis et pas dans 10 ans, et on va avoir les effets tout de suite. On a vu, Morgane Gourand, je reviens à vous, parce que c'est encore une fois l'aéronautique en a beaucoup bénéficié, en fait. Oui, effectivement. Alors, on a recensé au 10 février 2021 les différents projets de soutien dans le cadre de France Relance qui ont été octroyés sur le territoire de l'Occitanie. Alors, effectivement, il y a différents volets de ce plan, différents projets qui sont soutenus à travers différents volets du plan de relance. D'une part, le soutien à l'investissement industriel dans les territoires, la relocalisation dans les secteurs critiques, la capacité de production de produits thérapeutiques liés au Covid-19, et puis effectivement les projets de modernisation industrielle, qui sont d'une part la modernisation de la filière automobile. On a quand même 12 projets en Occitanie qui sont financés dans ce cadre-là. Et puis donc le fonds de modernisation de la filière aéronautique qui là effectivement concerne assez grandement nos territoires, puisqu'on a donc 46 projets qui sont soutenus dans ce cadre-là, qui concernent 41 entreprises sur la région. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que ce fonds de modernisation de la filière aéronautique, il est censé aider les entreprises à investir pour moderniser leurs appareils de production. Donc, ça va être tout ce qui a trait, par exemple, aux investissements liés à l'industrie du futur, à l'usine du futur. Et ce qu'on peut noter également, c'est que les projets qui sont soutenus portent majoritairement sur des PME et des établissements de taille intermédiaire. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur du soutien aux grands donneurs d'ordre de la filière. Néanmoins, ce qui est quand même intéressant, pour en revenir sur un des fils conducteurs de notre étude, et comme l'a aussi indiqué Lucas, c'est que nombre de ces entreprises qui bénéficient du soutien étatique via ce fonds de modernisation sont aussi celles qui ont fait la une de la presse assez récemment pour la mise en place de plans sociaux et on va dire la réduction assez massive des effectifs. Que ce soit Liber, que ce soit, attendez que je retrouve les différents exemples que j'ai sous la main, mais en tout cas c'est assez notable puisqu'on a effectivement Liber, Latécoère, Figeac Aéro par exemple, qui bénéficient de soutien dans le cadre du fonds de modernisation de la filière aéronautique et qui en même temps se sont lancés dans des plans de départ d'une partie non négligeable de leurs salariés. Donc encore une fois, ça pose la question des contreparties aux aides reçues et puis surtout, ça pose une question un petit peu plus large finalement des efforts qui sont fournis pour passer la crise et de qui fournit ces efforts. On voit la puissance publique fournit massivement des efforts pour aider tout un chacun à surmonter cette crise. Les salariés finalement
font également des efforts, hein, puisque que ce soit en perdant leur emploi, hein, premier gros effort, on va dire, qu'ils ont à subir, ou que ce soit à travers d'autres types d'accords mis en place dans les entreprises, que ce soit les accords de performance collective, enfin, ou différentes concessions qu'ils peuvent faire, tant sur leur rémunération, leur temps de travail, ou finalement différents aspects des politiques sociales mises en place. Et donc, au final, quels efforts sont fournis par les autres parties prenantes? Sur le recours massif à l'activité partielle, en général, il y avait une conséquence directe sur la rémunération des salariés, hein, évidemment. Et puis, on le voit aussi dans votre étude, beaucoup des projets qui ont été lauréats de France Relance, notamment sur la filière aéronautique, mais pas que, visaient à, l'idée étant bien sûr de gagner un peu en souveraineté en matière d'industrialisation, d'industrie pure, à une automatisation accrue des lignes de production, des process au sein des entreprises pour être plus efficaces. Et là, c'est une question que vous posez dans votre étude, on peut s'inquiéter de l'impact direct sur l'emploi et notamment peut-être sur les emplois les moins qualifiés où là, il va nécessairement mécaniquement devoir gagner en compétences et donc s'attaquer un peu à la formation pour permettre à ces employés de continuer à travailler et de ne pas être, si on simplifie, remplacés par des machines. Gabriel Collettis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète, cette tendance à l'automatisation? Oui, alors avant de vous répondre, Stéphanie, je voudrais peut-être revenir un peu en amont sur finalement l'interprétation de la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il me semble qu'il y a quand même deux grandes options. Une première option, c'est de considérer la crise sanitaire comme étant en quelque sorte un accident qui provisoirement casse des courbes de croissance, mais dont on espère que finalement cet accident ne va pas durer trop longtemps, et puis on va effacer donc l'accident, et puis on va repartir, et donc on va relancer l'activité économique, on va être dans une situation de reprise, et d'ici 2-3 ans, les choses devraient s'arranger en quelque sorte, on devrait avoir absorbé les effets les plus négatifs de la crise sanitaire. Ça, c'est une option, c'est l'option, je dirais, très optimiste. Et puis, il y a une option qui me paraît plus réaliste, qui consiste à dire, finalement, cette crise sanitaire, elle arrive à un moment qui est un moment de basculement, où un certain nombre de mutations qui sont engagées déjà depuis longtemps, eh bien, avec la crise sanitaire, vont probablement s'accélérer ou s'aggraver. Et je suis plutôt sur la seconde option. Je pense que, en effet, on ne va pas retrouver dans 2-3 ans dans l'aéronautique ni dans la majorité des secteurs des rythmes de croissance qui sont ceux que nous connaissions. Je pense qu'on est dans une situation plutôt de basculement de modèle. Et ce basculement se fait dans des conditions qui sont des conditions difficiles, hein. Je voudrais quand même, s'agissant de l'État, rappeler que le déficit public a explosé, puisqu'il représentait environ, enfin, aux alentours de 3% du PIB avant la crise sanitaire. Maintenant, on est à 10% de déficit public rapporté au PIB, ce qui est absolument considérable. On est très, 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 très loin des critères de convergence de Maastricht. Quant à la dette publique, elle a littéralement explosé également. On est à 120% du PIB, donc ce sont des seuils qui sont des seuils extrêmement élevés. Et il sera très, très difficile de revenir en arrière. Il sera très difficile d'effacer la dette des États, la dette des entreprises. Enfin, je ne crois pas du tout, si vous voulez, que ce choc soit un choc que l'on pourrait analyser comme étant un choc conjoncturel. Pour moi, ce n'est pas du tout un choc conjoncturel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus profond et qui va accélérer un certain nombre de mutations qui sont en cours, et en particulier la mutation vers la transition écologique. Alors, je vais répondre maintenant à la question que vous me posez, qui est celle des effets de l'automatisation. En effet, quand une entreprise s'automatise, elle le fait parce que, en grande partie, elle cherche à améliorer la productivité du travail. Et ce sont les effets de l'amélioration de la productivité du travail qui sont extraordinairement ambivalents. Parce que lorsque la productivité du travail s'améliore, eh bien, le coût salarial à l'unité
baisse, évidemment, ce qui est un gain de compétitivité pour l'entreprise et éventuellement aussi une amélioration de la rentabilité. Mais dans le même temps, eh bien, il faut tout simplement moins de salariés pour produire la même chose, hein, puisqu'on a amélioré la productivité. Et donc, on voit bien ici que l'effet sur l'emploi est un effet qui est dépressif. Donc, on est dans une sorte de contradiction là entre des entreprises qui cherchent à améliorer leur compétitivité et leur rentabilité et à diminuer le coût salarial à l'unité produite pour ce faire, et puis de l'autre côté, des salariés qui, dès lors que les gains de productivité sont plus rapides que l'augmentation de la production et des ventes, eh bien, pour une partie d'entre eux, mécaniquement, en quelque sorte, perdent leur emploi. Donc cette situation est une situation qui est contradictoire, difficile à gérer. Alors moi, je pense que l'issue, en quelque sorte, à cette ambivalence, à cette contradiction, elle passe par une réflexion sur la nature du travail. Et là, je suis bien logé, je suis chez Syndex, une réflexion sur la nature du travail. Syndex connaît bien. Et je pense que le travail, eh bien, à l'avenir, devra davantage être considéré comme étant un apport d'expérience, un apport de compétences, parce que pour effectuer la transition écologique dont on a absolument besoin, dont les activités productives ont absolument besoin, il n'y a aucun salut pour l'aéronautique autrement que dans la transition écologique. On ne vendra plus autant d'avions que les avions que l'on a vendus dans les 10 dernières années. Donc il faudra bien sûr compenser les pertes en volume par une augmentation de la valeur des avions, mais la valeur d'acquisition. Mais cette valeur d'acquisition, elle pourra s'accompagner d'une baisse du coût des consommations des avions. Si les avions sont plus performants, si les avions sont moins polluants, si on va résolument vers un avion décarboné, alors on aura en effet des avions à valeur plus forte, donc on en vendra moins, mais avec une valeur qui sera une valeur plus élevée. Et pour aller dans ce sens-là, dans l'aéronautique, comme d'ailleurs dans l'agriculture, parce que l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio, c'est une agriculture qui implique des agriculteurs beaucoup mieux formés et qui ne se contentent pas de suivre des procédures qui sont celles qui leur sont indiquées par les semenciers, par exemple, mais qui sont capables de faire une analyse de la qualité de leur sol, qui sont capables de remplacer des intrants chimiques par des intrants naturels, qui savent comment on utilise au mieux les ressources naturelles pour ne pas les gaspiller. Je pense en particulier à la ressource en eau. Donc, cette agriculture-là est une agriculture qui implique des agriculteurs beaucoup mieux formés que l'agriculture intensive. Donc tout ceci pour dire que finalement, quand on raisonne sur l'emploi et le travail, eh bien, il faut cesser de considérer le travail comme étant un coût qu'il faudrait absolument réduire. Il faut le considérer comme étant un apport d'expérience, un apport de compétences. Regarder si les salariés sont capables ou non de résoudre des problèmes inédits. Et donc, il faut sortir des formes multiples de néo-taylorisme pour basculer vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et la figure qui me semble devoir s'imposer dans le cadre de la mutation dont je parle, c'est la figure du travailleur cognitif, c'est-à-dire du travailleur qui mobilise ses connaissances, qui mobilise son expérience et qui permet à l'entreprise d'innover, qui permet à l'entreprise d'avoir des produits à valeur plus forte, et des valeurs, une valeur notamment écologique. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et je pense que la crise actuelle, eh bien, peut être un accélérateur, en effet, de ces mutations et d'une nouvelle conception du travail qui serait donc ce travail cognitif et non pas ce travail taylorien ou néo-taylorien. Merci beaucoup, Gabriel Colettis. Alors, juste un petit mot, on va essayer de faire un peu plus court parce c'est un sujet passionnant, on pourrait en parler des heures et du coup, on s'est un peu étendu hors délai. Juste quand même voilà, on le voit dans votre étude qui sera d'ailleurs en ligne sur le site de Syndex quelques temps un peu après cette table ronde. L'intérim a été la variable d'ajustement de cette crise sanitaire. Elle était déjà un peu avant, elle est encore plus maintenant. Bon, c'est simple à comprendre. Finalement, quand l'activité va bien, mais les entreprises maintenant, faute de visibilité, ne prennent plus trop de risques et plutôt ont recours au travail intérimaire. Et puis dès que ça ne va pas bien, comme ça, elles mettent fin au contrat intérimaire de manière beaucoup plus fluide et souple.
Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc là, ça contribue à une précarisation de l'emploi, hein, qui est le sujet qui vous intéresse dans cette étude. Et donc, ça met en avant le rôle des représentants du personnel, des organisations syndicales, qui ont des outils à leur disposition qui existent déjà et n'en font pas forcément toujours usage. Et elles pourraient occuper une place centrale dans les mois et années à venir, avec un peu plus de vigilance. Vous parliez de ces PSE, et on a des aides de France Relance, et finalement, on fait des PSE quelques mois après. Donc là, il faut qu'elles montent au créneau, ces organisations. Il y a vraiment un rôle à jouer. Qui veut réagir là-dessus? Peut-être vous, Morgane? Oui, alors je tente une nouvelle modalité pour le son. On va voir si ça marche mieux. Donc, effectivement, comme vous le disiez, l'emploi intérimaire a été une variable d'ajustement, la première variable d'ajustement au début de la crise, puisque comme vous le voyez ici sur les graphiques qui sont présentés, la baisse de l'emploi intérimaire a été vraiment massive dès le début de la crise sanitaire. En fait, ce qu'on disait précédemment, c'est que la baisse de l'emploi salarié, elle est arrivée progressivement. En fait, là, on voit un creux extrêmement important dès lors qu'on entre dans cette crise sanitaire, avec une chute de l'emploi intérimaire de l'ordre de plus de 40% sur la région. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que cet emploi intérimaire, il a une structure de qualification et d'activité qui n'est pas tout à fait la même que l'ensemble de la population salariée de la région, puisqu'on est sur un emploi qui est en grande partie industriel, étant donné que voilà, il y a beaucoup d'intérimaires sur des postes d'opérateurs, et donc un emploi qui est aussi, en plus d'être industriel, essentiellement composé d'ouvriers qualifiés et d'ouvriers non qualifiés. Donc voilà, des gens qui, en termes de qualification, sont peut-être un peu plus précaires que l'ensemble de la population salariée de la région, avec donc des questions qui se posent concernant leur employabilité à long terme, une fois cet emploi intérimaire réduit et moins important que par le passé. Donc là, effectivement, il y a certainement un rôle des partenaires sociaux et des représentants des salariés dans les entreprises à jouer. Au-delà même de ce point de vigilance sur l'emploi intérimaire, leur rôle il va être dans les années qui viennent d'utiliser en fait les différentes instances représentatives du personnel pour obtenir les informations, pour avoir un rôle de vigie finalement sur l'état de leur entreprise. Essayer d'anticiper au maximum en demandant les bons indicateurs, en ayant toujours en tête de surveiller certains indicateurs clés pour pouvoir avoir au maximum une vision de la situation et de l'état de leur entreprise, que ce soit sur la situation économique et financière, mais aussi sur les évolutions en matière d'orientation stratégique et de projection à moyen long terme. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Morgane, si vous permettez, Stéphanie. Le Syndex a travaillé récemment avec l'IFOP et sur une enquête là, qui est sortie début avril qui montrait que finalement la crise sanitaire, là où le dialogue social avait quand même eu tendance à fortement se dégrader, notamment depuis l'avènement des CSE, hein, qui était l'instance de représentation nouvelle mouture avec un certain nombre de restrictions assez importantes des moyens. La situation de crise Covid, quelque part, avait ouvert une petite parenthèse enchantée, si on peut dire, pendant laquelle les employeurs, alors bien sûr pas dans tous les cas et pas dans tous les types d'entreprises, mais en tout cas pendant lesquels le dialogue s'était plutôt mieux passé et dans un sens un peu plus constructif entre les représentants des salariés et les employeurs. Et donc nous, on formule vraiment le souhait que cette tendance, elle se maintienne sur la période difficile qui va s'ouvrir. Et ce qu'on peut juste rajouter, c'est que les CSE ont notamment, et ça c'est une des mesures qui vient d'être publiées dans le cadre des nouvelles annonces de l'État, vont être consultés sur l'utilisation par l'entreprise des différentes aides. L'employeur devra leur indiquer la nature des aides qui ont été perçues par l'entreprise, leur montant et leur utilisation dans le cadre de leur consultation sur l'orientation stratégique. Et ça, c'est un vrai outil que les représentants des salariés peuvent utiliser pour essayer de faire en sorte que ce soutien de l'État, ce soutien public qui aura été apporté à leur entreprise bénéficie aussi aux salariés et puisse quelque part récompenser ou compenser au moins partiellement les efforts qui auront été consentis, y compris par les salariés. Vous avez raison de noter cette évolution qui va leur permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour assurer leur vigilance. Juste un dernier point, mais très très rapidement, Gabriel Collettis, vous vouliez parler, je crois, de l'outil d'information au sein des entreprises qui finalement n'est pas toujours très bien employé ou par les représentants du personnel. Oui, je crois que en fait,
il faut bien comprendre que si une entreprise ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait d'apporteurs de capital durable, je ne parle pas de fonds spéculatifs qui n'investissent pas mais qui placent leur argent. Donc si une entreprise ne peut pas exister sans apporteur de capital durable, l'entreprise ne peut pas exister non plus sans salariés. Il est clair qu'ici, c'est un truisme, hein, c'est une évidence. Les deux parties, non pas prenantes, mais les deux parties constituantes de l'entreprise, et donc je différencie fortement partie prenante et partie constituante. Donc pour moi, les salariés eh bien, sont les parties constituantes de l'entreprise au même titre que ceux qui apportent du capital durable, c'est-à-dire les fonds propres de l'entreprise. Donc il est tout à fait logique et sain que dans notre pays, on prenne l'habitude, en quelque sorte, de considérer ces deux parties constituantes autour desquelles il peut y avoir des parties prenantes, comme par exemple les fournisseurs, les clients, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales. Voilà. Donc, en effet, les représentants du personnel, eh bien, ce sont les représentants d'une des deux parties constituantes de l'entreprise. Je crois que ça, c'est très important. Alors, cette partie constituante, eh bien, il faut qu'elle maîtrise un certain nombre d'outils. Et je considère en effet, pour répondre à votre question, Stéphanie, que certains outils sont considérés comme étant trop techniques ou comme étant neutres, et en particulier les systèmes d'information de l'entreprise. Or, les systèmes d'information de l'entreprise, c'est ce qui permet à l'entreprise d'exister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une entreprise qui n'ait pas de système d'information. Ces systèmes d'information sont aujourd'hui très largement investis par le management ou par le haut management de l'entreprise. Et j'observe que très souvent, les organisations syndicales ou les représentants du personnel eh bien, n'accordent pas une importance suffisante au système d'information et au système d'information numérique, qui considèrent comme étant trop technique ou comme étant neutre ou réservé en quelque sorte aux seuls informaticiens. Mais pas du tout. Je pense que ces systèmes d'information, qui sont le système névralgique en quelque sorte de l'entreprise, eh bien, devraient être considérés comme étant un espace dans lequel les représentants du personnel eh bien, doivent absolument s'investir. Quelles sont les informations qui sont produites? À quelle fin? Quels sont les indicateurs de l'entreprise? Les indicateurs de performance? Est-ce que les indicateurs sont tous financiers? Ou bien est-ce qu'on doit avoir à côté des indicateurs financiers, des indicateurs économiques, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, donc tous ces éléments-là, les tableaux de bord de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va valoriser dans un tableau de bord? Vous voyez, tout ça, eh bien, ce sont des éléments pour lesquels, je crois, les représentants du personnel doivent faire à l'avenir un effort beaucoup plus important et ne pas les laisser à des experts, à des techniciens ou au seul management. Merci beaucoup, Gabriel Collettis. Merci à vous trois, d'ailleurs, pour cette présentation un peu dense. Hein. C'est pour ça, on s'excuse, on a un petit peu débordé, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. C'est très intéressant. Maintenant, j'invite tous nos participants qui le souhaitent à poser des questions. Si vous voulez réagir, si vous voulez rebondir sur des données qui ont été évoquées, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Il vous suffit soit d'écrire, soit d'activer votre micro. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent réagir. Soyez pas timide, c'est souvent la première question la plus compliquée. Pour l'instant, non, c'est que vous avez été clair. Hein. Je pense que vous avez été très, très limpide. J'attends un peu. Bon, si jamais ça vient, je vous laisse un peu de temps de la réflexion. Moi, j'en avais juste une, comme ça j'en profite, hein, finalement, ça donnera peut-être envie à d'autres, sur rebondir sur ce que vous disiez là tous sur les représentants du personnel. Il y a des outils qui existent déjà, d'autres qui se développent, et heureusement, c'est une très bonne chose, mais finalement, les représentants du personnel, peut-être faute de temps ou de connaissances, ils ne savent pas tout ce qu'ils ont à disposition, en tout cas, ils ne s'en emparent pas pleinement. Comment restructurer un peu tout cela? On le voit même au niveau des syndicats, bon, ils sont très présents en France, mais ce n'est pas structuré comme ça peut être le cas, par exemple, en Allemagne. Quel travail il y aurait peut-être à faire pour leur donner un peu plus de force et surtout plus de connaissances de tout ce qui est mis à leur disposition, parce que c'est presque fou encore ce que vous disiez, par exemple, Gabriel Collettis, finalement, c'est assez descendant, l'information, elle est reçue, on réagit, mais finalement, on n'en est pas forcément maître, ce n'est pas un travail forcément collectif. Peut-être dire un mot, c'est que je pense que dans le droit français, il y a une lacune qui est une lacune extrêmement importante. C'est qu'en réalité, il n'existe pas de droit positif de l'entreprise.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce que le droit français connaît, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Code civil, c'est la catégorie juridique société. Alors cette catégorie juridique, elle existe pleinement, elle est parfaitement décrite par le droit. Et si on va regarder la table des lois, c'est-à-dire le Code civil, eh bien, on va retrouver la société dans les articles 1831 à 1835. Et ce que ces articles nous enseignent, c'est que eh bien, une société est fondée par ceux qui apportent le capital, qui en sont les propriétaires. Et la mission de la société est de faire des profits qui sont par la suite distribués à ceux qui ont précisément mis ce capital dans la société. Donc, tout ceci est parfaitement clair et donc le droit français reconnaît pleinement la société. Et de manière très surprenante, eh bien, le droit français ne reconnaît pas la catégorie juridique entreprise. La catégorie juridique entreprise existe sur le plan statistique, elle existe sur le plan économique, mais pas dans le droit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons par exemple une figure qui est totalement aberrante, qui n'existe qu'en France, qui est la figure du PDG. Et cette figure qui tend heureusement quand même à disparaître, eh bien, concentre les pouvoirs en quelque sorte de décision dans les mains d'une seule personne, qui est en réalité le président du conseil d'administration et qui de fait agit comme le directeur de l'entreprise. Mais comme l'entreprise elle-même, comme catégorie du droit, n'existe pas, eh bien, on voit bien que la nature ayant horreur du vide, finalement, la société oriente en quelque sorte les entreprises vers une mission unique qui est la réalisation du profit. Alors de ce point de vue-là, hein, pour terminer ce que je veux dire, la loi Pacte introduit une brèche. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que les organisations syndicales et peut-être Syndex aussi pourraient s'en emparer. Hein. C'est que la loi Pacte crée un statut nouveau qui est le statut d'entreprise à mission. Et donc, cette loi, dès lors que ce statut existe, indique que l'entreprise continue très logiquement à faire des profits parce que c'est cette mission-là qui lui est assignée par les actionnaires, mais les actionnaires peuvent aussi choisir en quelque sorte de compléter cette mission par d'autres missions et en particulier des missions à caractère, on va dire, social, sociétal ou environnemental. Et je pense que cette loi Pacte ouvre une brèche, elle ne reconnaît pas pleinement la catégorie juridique entreprise, pas encore en tout cas, mais elle nous oriente vers une pluralité de missions et non pas une mission, comment dire, unique, sacro-sainte, qui serait de réaliser les profits. Vous voyez. Mais je pense qu'il va falloir aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut que déjà les organisations syndicales, que Syndex, que le monde du travail, de manière générale, s'emparent de cette loi pour aller jusqu'au bout, même s'il y a des contradictions qu'on a pu voir très récemment, mais je ne vais pas en parler maintenant nécessairement, dans le cadre de Danone, puisque on sait que cette entreprise est une des rares, très rares entreprises du CAC 40 à avoir opté pour le statut d'entreprise à mission. Mais on a vu toutes les contradictions, toutes les difficultés qui ont finalement abouti à l'éviction de son PDG, qui pourtant était le porteur de ce projet d'entreprise à mission. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que cette loi Pacte et la création de ce statut d'entreprise à mission devrait faire l'objet d'une attention très particulière de la part des organisations syndicales et des Syndex. Merci beaucoup, Gabriel Coletti. Je ne sais pas si depuis on a des questions parmi nos participants. Si vous souhaitez rebondir ou interroger nos intervenants sur toute autre chose. Bon, écoutez, a priori. Je vais proposer de compléter la réponse de Gabriel sur le volet. Bien sûr, avec plaisir. Puisque vous posiez aussi la question de la façon dont leurs prérogatives devaient évoluer quelque part pour accompagner cette crise. Nous, ce qu'on peut dire, Syndex, c'est que finalement, en fait, leurs prérogatives sont déjà assez étendues et l'enjeu sur cette période va surtout être de réussir à les mettre en œuvre pleinement et à faire respecter le champ de leurs possibles déjà existants. En réalité, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que dans beaucoup d'entreprises, soit par méconnaissance de part et d'autre du cadre légal dans lequel interviennent les représentants du personnel, soit dans des situations de rapport de force plus ou moins fluides,
les prérogatives des IRP ne sont pas toujours respectées pleinement, et notamment on peut citer plusieurs aspects, hein. Il y a le droit à la formation bien sûr qui permet aux IRP de s'approprier pleinement leurs fonctions, qui n'est pas toujours activé en début de mandat ou pas toujours en totalité. Le recours à l'expertise, bien sûr, ça c'est le volet sur lequel on intervient, mais aussi tout simplement la faculté des IRP d'être informés et consultés, pas seulement sur la situation économique ou sociale de leur entreprise chaque année, mais également en cas de n'importe quel projet important qui pourrait avoir lieu de façon ponctuelle et qui modifierait les conditions de travail ou la situation de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses en fait et beaucoup de dispositifs existants. Et l'un des enjeux, c'est de permettre aux représentants des salariés de bien les connaître et de se les approprier pleinement pour pouvoir déjà, dans ce cadre, en fait, réussir à accompagner cette période de crise. Vous avez raison, il y a déjà beaucoup d'outils aussi qui existent, dont il faudrait déjà qu'on s'empare. Effectivement, avec le compte professionnel de formation, c'est un très bon exemple parce que c'est quand même très peu utilisé finalement par les salariés. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Morgane, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce point ou sur un autre, parce que a priori, pour l'instant, on n'a pas de questions complémentaires. C'est que vous avez été limpide, chapeau bas. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Morgane. Non, pas particulièrement. Je crois que Lucas a bien synthétisé l'esprit de ce qu'on souhaitait dire. En tous les cas, c'était une étude très complète, très dense, un vrai travail de fourmi avec une analyse assez intéressante. Et comme le soulignait Gabriel Coletti, c'est un gros tour de force parce qu'on a quand même encore peu de recul sur cette crise sanitaire. Donc, c'est quand même assez complexe dans ce contexte de déjà sortir beaucoup de données. Donc, bravo. Suivi cette table ronde en visioconférence, organisée donc par Syndex, je le rappelle. Le webinaire devrait être disponible dans les jours à venir sur le site de Syndex. Et puis, votre étude, Lucas et Morgane, dans son intégralité, sera aussi disponible sur le site de Syndex dans la foulée de notre échange, dans les minutes, heures à venir. Donc, vous pourrez la consulter si vous voulez en savoir un peu plus, avoir plus de détails sur sa teneur. Donc, merci à tous et puis à très bientôt.